La Tour In-City, on a tous vécu une aventure extraordinaire. Pour toute l'équipe qui a travaillé sur la tour, ça restera, je pense, une grande expérience. Ouais. Le début, on se dit là-haut, est-ce qu'on va avoir peur ou on va pas avoir peur? Parce que quand on aime le gros œuvre, on a très vite envie de participer à une tour. Pour moi, c'est la première, oui. Et c'est vraiment c'est un truc extraordinaire. Dans l'environnement de la Part-Dieu, il y avait la nécessité de pouvoir accueillir de grands utilisateurs, donc des besoins de surface qui sont conséquents par rapport à une surface d'emprise de foncier qui est quand même très petite, puisqu'aujourd'hui on parle d'un terrain qui fait 1900 mètres carrés, et donc à partir du moment où vous voulez créer de la surface sur des fonciers aussi petits, ça dit besoin de hauteur, et donc conception, réalisation d'une tour. Le point de départ de ce qu'on a appelé la nouvelle Part-Dieu, c'était vraiment la tour oxygène. Et puis derrière, il y a aussi le discours politique qui a été d'avoir à l'horizon 2020 la création de surfaces quand même assez importantes à la Part-Dieu. Donc la tour In-City a permis de montrer que c'était possible et puis pour moi, c'est la première pierre à quelque chose qui va encore se poursuivre. Donc c'est sûr qu'il y a vraiment un dynamisme important à la Part-Dieu. C'est un quartier des années 70 qui a été fondé sur une dalle. Et du coup, on hérite sur ce quartier de la Part-Dieu de cet urbanisme de dalle que la SPL Part-Dieu et Gérard Collomb sont en train d'essayer de faire évoluer. La tour existante, la tour UAP, ne pouvait pas être restructurée. Tout le rez-de-chaussée était des entrées de parking. Et les 4 premiers étages, c'était une espèce de galette de parking en superstructure. Il a donc fallu commencer par déconstruire, et je dis bien déconstruire et non pas démolir la tour précédente, pour libérer le terrain nécessaire à la construction de la tour In-City. Alors cette tour n'a pas été, je dirais, classiquement foudroyée ou abattue, ce qui aurait été plus rapide. Le groupe Bouygues a développé en partenariat avec une entreprise italienne, l'entreprise Despe, un outil de déconstruction qui venait chapeauter la tour et descendait progressivement au fur et à mesure de la déconstruction avec tout un tas de protections contre les poussières, contre tout un tas de choses. Donc la tour UAP s'est progressivement effacée du paysage lyonnais, on l'a gommée du haut vers le bas. À l'été 2007, Denis Vallode a fait la première esquisse du projet de tour. In-City, c'est un des premiers projets du Part-Dieu 2020 et du coup, symboliquement, c'était important d'ancrer cette tour dans la ville. C'est pour ça qu'elle s'appelle In-City d'ailleurs. Donc c'était important pour nous de traiter un rez-de-chaussée lumineux, transparent, où la vie à l'intérieur de la tour et la vie sur le trottoir ont une interaction. Et donc ça a mené et guidé notre architecture sur le pied. Nous, Sogelim, on a toujours la volonté d'avoir des bâtiments avec une forte signature architecturale. Donc on n'est pas derrière l'architecte à, je dirais, guider le crayon. Sur la tour, la seule évolution sensible que l'on peut noter, c'est ce qu'on appelle la coiffe, c'est-à-dire le haut de la tour, qui a quand même bien évolué. Bon, on n'était pas complètement satisfait. Et donc, les architectes ont retravaillé sur quelque chose qui soit peut-être plus symétrique, mais qui permette d'avoir quelque chose de très pur. Et donc, on a gardé l'orientation de la tour. Une façade nord, celle qui est rayée, qui est une simple peau
Et donc sur les façades sud, est et ouest, on a une façade épaisse ventilée pour tempérer le rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Pendant cette époque de déconstruction, on ne s'est pas contenté de déconstruire, on a également anticipé et préparé sur toute la phase de construction. Donc on a beaucoup de sujets techniques à travailler en amont. Il y a toutes les déformations que le bâtiment subit, à la fois des déformations liées au vent, liées au béton qui se déforme de façon élastique sous son propre poids, et enfin liées au tassement du sol. C'est un ouvrage qui est tellement dense qu'en fait sous lui le sol s'enfonce et crée une espèce de cuvette. On doit commencer à travailler à minima un an et demi à l'avance pour la préparation de la production. Ce qui est remarquable sur la tour In-City, c'est que si on prend la durée totale de la tour, de l'exécution, et qu'on tient compte de tous les paramètres extérieurs qui sont là pour perturber la bonne exécution, le vent, le froid, les aléas mécaniques, les aléas humains, donc la théorie c'est un étage par semaine. Nous après on a fait nos comptes, et sur la durée totale de la tour, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on doit être à 4,1 jours ou quelque chose comme ça. Ce qui était prévu par les méthodes, c'était un outil pour faire le noyau central. Le noyau central, si on prenait les méthodes ordinaires, on allait à plus de 120 coups de grue jour pour hisser toutes les branches, les plattelages. Et là, on passait plus qu'à 15 coups de grue. C'est là où on a gagné du temps. Il y avait un calpinage pour les attentes, pour que les tiges passent, calpinage pour les portes, pour les fenêtres. Donc on avait un gain de temps extraordinaire. Si on n'avait pas ce système-là, c'était impossible de tenir le cycle. Pour moi et pour les compagnons, ça a été formidable. On a apprécié de venir travailler, on venait le matin, on était content de venir. Et on voyait les cadences qu'on faisait, même nous, on n'en revenait pas. Après, on a aussi le travail sur les grues, la G1 et la G2. La G1 était à l'extérieur du bâtiment et elle était fixée sur les planchers, tous les 4 étages. Sur la G2, nous avons décidé de fixer cette grue sur le noyau. Et donc en fait, cette grue, très vite, a décollé, nous l'avons coupée du sol. Elle a été suspendue sur le béton, nous l'avons hissée au fur et à mesure que le bâtiment a poussé. Nous avions aussi un mât de bétonnage. C'est une pompe qui va pousser le béton d'en bas et un bras télécommandé en haut qui va nous permettre la mise en œuvre du béton. Alors la création d'un niveau, le chantier est divisé en 4. On était tout le temps à décaler. Donc nous, on hissait le module 1 et 2 le vendredi. On coulait le lundi, mardi et mercredi. C'est répétitif. Et c'est là où on gagne beaucoup en cadence. Le planning est tendu, les journées sont longues et en fait le chantier est tellement petit qu'on ne peut pas se permettre de prendre du retard sur une zone. Une journée de retard à un endroit, c'est une journée de retard pour tout le chantier jusqu'à la fin. Nous avons eu plus de 20 jours de vent, suffisamment important pour que nous puissions travailler normalement. Si un jour on ne pouvait pas hisser à cause du vent, on faisait plein de choses en amont pour avancer le travail du lendemain. Et le lendemain matin, on rattrapait le retard qu'on avait eu. Et ça, c'est le résultat d'une mentalité qui a été mise en place. On tient le planning et on livre un support qui est exploitable pour que tous les petits copains derrière, c'est-à-dire tous les corps d'état derrière, tiennent aussi leur planning. La logistique sur une tour, c'est en général un des points les plus importants du chantier, puisque les endroits où nous faisons des tours sont des endroits où il y a peu de foncier disponible. Donc ça nous oblige à avoir un flux tendu, d'avoir le maximum de livraisons qui arrivent juste à temps. Mais il faut aussi ne pas négliger le flux sortant, c'est-à-dire tous les déchets, toutes les poubelles, qui représentent plusieurs camions par jour. Pour moi, tout ce qui est logistique, c'est très bien passé. On n'a jamais eu de soucis, les camions ne faisaient pas de bruit, ne se mettaient pas klaxonner, on les avait avertis. Il y avait une aire de stockage un peu plus loin si c'était en avance. Donc si on avait 2 camions qui rentraient dans le chantier, les 2 autres attendaient plus loin. Une équipe était dédiée spécialement à la logistique. Cette équipe a essayé d'imaginer des systèmes talkie-walkie, des QR codes pour pouvoir tracer toutes les livraisons. Et ce qui en fait est le point critique de la logistique sur une opération comme celle-ci, c'est le déplacement des hommes. Il faut imaginer que nous sommes montés jusqu'à 400 compagnons,
que les compagnons vont à leur poste de travail, descendent déjeuner, remontent, redescendent le soir. Nous avons mis en place 3 ascenseurs provisoires pendant la durée des travaux. Sur un ouvrage de 6, 7, 8 étages, si l'ascenseur est en panne, les compagnons finissent toujours par monter à pied. Sur un ouvrage de 150 mètres ou 160 mètres, les gens ne montent pas à pied. Sur un projet comme ça où il y a beaucoup de personnes, par moments, il y a des rapports humains qui s'enveniment un petit peu, d'où l'intérêt d'avoir un patron de projet pour pouvoir par moments faire un petit peu le médiateur et puis poser un petit peu les débats à plat. En fait, c'est un chantier qui était mixte entre Paris et Lyon. Le but a été d'associer le savoir-faire des équipes parisiennes sur des ouvrages de grande hauteur avec l'ancrage local des équipes de Bouygues Bâtiment Sud-Est, la connaissance du maître d'ouvrage, la connaissance du tissu local. On fait tous partie du groupe Bouygues, on a tous le même métier, la construction, on a tous un certain savoir-faire, donc on est tous Bouygues Construction. La complexité qu'il y avait, c'est 2 entités différentes, donc on a appris à travailler ensemble. Eux, ils avaient l'habitude de la grande hauteur, de tout ce qui était les grosses manips, et nous, on avait envie d'apprendre. Donc à nous deux, on a fait quelque chose d'extraordinaire, je pense que tout le monde a été content. Un exemple de ce qui a pu être amené par les équipes parisiennes, le manque de place était cruel sur la tour InCity. On a donc monté un portique métallique qui enjambait l'avenue Garibaldi, et qui nous donnait l'équivalent de 600 mètres carrés d'emprise au sol complémentaire. Monter des portiques comme ça au-dessus des voies de circulation, chez nous, c'est, je sais pas, ça a peut-être déjà été fait, mais en tout cas, ça doit se faire très peu souvent, et c'est donc pas un réflexe naturel de la part des équipes Bouygues Bâtiment Sud-Est. Par contre, pour les Parisiens, c'était évident, il n'y avait pas de place, on fait un portique. Pour eux, ça coule de source. Pour nous, non. La première chose pour composer l'équipe, c'est de s'associer les bonnes compétences. Donc, c'est pas la première chose, c'est pas de dire Jean il s'entend bien avec Pierre, qui s'entend bien avec Marcel. Ensuite, il y a toujours quand même malgré tout une petite part d'affectif. Je pense pas qu'il y ait de recette miracle, mais le patron d'un projet, c'est pas seulement un technicien, c'est un technicien, un manager, et à lui de faire en sorte que ça fonctionne. Et ça s'est très bien passé. Et on a fait de manière que tout le monde soit une équipe. Je pense qu'au départ, tous les gens qui sont arrivés sur la tour InCity étaient motivés. C'était une fierté de faire ce tour et de tenir les engagements. Et cette motivation, elle a été constante jusqu'à la fin du chantier, justement grâce à la proximité qu'on a su trouver entre Lyonnais et Parisiens. Et c'est une proximité qu'on a travaillé à la fois sur le terrain, dans le cadre du travail, mais également une proximité qu'on a travaillée d'un point de vue beaucoup plus affectif, avec une équipe très soudée également à l'extérieur du chantier. Ça a été un projet très, très convivial et on se retrouvait régulièrement pour déjeuner ensemble. Dans le bâtiment, il y aura toujours des hommes. Donc, priorité numéro 1 pour nous, la sécurité des hommes. Et notamment dans une construction de grande hauteur où forcément il y a l'aspect chute au vide. Le plus difficile dans une tour de grande hauteur, c'est de travailler en hauteur, de se sentir tout le temps en sécurité quand on monte les étages au fur et à mesure. Donc on appréhende. Tout était mis en place déjà au niveau de l'outil pour assurer la sécurité des hommes. Et puis après, tout au long de la construction, il y a des dispositifs de sécurité complémentaires qui sont venus pour assurer la sécurité des compagnons pendant toute la durée de l'opération. Tous les jours sur le chantier, avant de hisser un module, on se parlait entre nous. Et tous les jours, nous regardions quelle partie était un peu dangereuse pour regarder. Mais on se sentait en sécurité sur la tour. Le clos couvert, c'est un travail de préparation et également un travail de terrain sur chantier. Les panneaux de façade sont préassemblés d'usine. Ils arrivent colisés par camion sur le site et ils sont approvisionnés dans les étages
accroché à ce qu'on appelle une gruette, qui est en fait une petite grue située 2 niveaux plus haut, qui va venir saisir ces panneaux. La gruette va permettre de les faire se lever, passer à la verticale à l'extérieur du bâtiment, et ensuite ils sont posés les uns après les autres, et le niveau est fermé de niveau en niveau, avec une cadence d'1 niveau par semaine. L'enveloppe, elle joue un rôle extrêmement important puisqu'elle assure l'étanchéité à l'air, l'étanchéité à l'eau. Et c'est elle qui permet à la tour d'avoir d'excellentes caractéristiques. C'est une tour à haute performance et tout ça grâce à son enveloppe extrêmement élaborée. Nous avons, dans un premier temps, engagé un test sur un angle de façade qui nous a permis de, comme une tranche de camembert, de mettre cette tranche en pression-dépression et de tester réellement les qualités de la façade en étanchéité à l'air. Puis, l'élément déterminant final a été le test de l'étanchéité à l'air globale du bâtiment, avec la mise en place de souffleries dans certains panneaux de façade qui permettaient à tout le bâtiment d'être testé. On tremble un petit peu, c'est vrai, parce qu'il faut obtenir un résultat, mais oui, c'était un grand moment de la tour. Chez Sogelim, je pense de manière générale, on ne construit pas un immeuble pour obtenir une certification. Après, il est clair qu'aujourd'hui, le marché nous conduit à avoir besoin de certains affichages, d'où notre volonté d'aller vers une double certification, HQE et BREEAM, qui faisait que la tour InCity, en tout cas à l'époque de sa conception et de sa réalisation, était la seule tour en France qui avait ce niveau de labellisation et de certification. On sentait déjà au départ une forte motivation des entreprises locales pour participer à ce projet emblématique. Donc cette proximité, ensuite, elle a aidé à des échanges plus courts, ne serait-ce qu'en études, en définition des matériaux, en sélection des échantillons. Et par la suite, elle a aidé également à un déploiement des équipes travaux plus rapide, avec des équipes locales qui étaient sur place et qui étaient beaucoup plus rapides et réactives. Les façades de la tour ont été conçues, fabriquées et posées par Perma-Stilisa France. Les corps d'état technique ont été réalisés par des entreprises comme SPI, Cofeli, Cote. Après, j'en oublie certainement beaucoup, puisque le nombre d'entreprises qui ont contribué à la réussite de ce chantier dépasse la centaine. Toutes ont participé à la réussite de ce chantier. La cerise sur le gâteau du chantier, ça a été évidemment la réalisation de la coiffe métallique. Mais il faut imaginer que la coiffe, c'est l'équivalent en hauteur d'un immeuble de 5 étages. Donc en fait, on est venu construire un ouvrage métallique sur une tour en béton. Alors la coiffe, ça a été un enjeu majeur en termes de sécurité, puisqu'il a fallu mettre en place des hommes et des matériels, notamment des nacelles, sur le sommet de la tour béton qui se trouvait déjà à 160 mètres du sol. On utilise des couvertures aimantées, tous les outils sont attachés aux compagnons, enfin tout un tas de choses qu'on est allé chercher chez un partenaire habitué à travailler dans ces conditions. Cette coiffe, elle se termine par ce mât, que tout le monde a vu. Il n'a aucune fonction technique. Le seul intérêt de ce mât, c'est vraiment de continuer les lancements de la tour et de terminer par ce geste qui fait que la tour elle est lancée, elle est fine, très fine en haut. Les 2 premiers tronçons du mât ont été posés à la grue de chantier.
Et le clou du spectacle a été, évidemment, et je pense que tout le monde s'en souvient, c'est la pose des 2 derniers tronçons à l'hélicoptère. On avait un hélicoptère d'une taille hors du commun, puisqu'il fallait quand même lever des bouts de mât extrêmement lourds. Et puis, oui, ça a été un grand moment, ouais. Ouais, ça a été magique. Moi, j'étais en train de réguler la circulation des piétons sur le cours Lafayette, avec un baudrier et un talkie-walkie. Pour le dernier tronçon, j'étais sur la coiffe. Je sais pas dire ce que ça fait. Moi, ce qui m'a le plus marqué, je trouve, le plus impressionnant, c'est l'arrivée de l'hélicoptère. Quand il est arrivé pour la première fois, on l'entend, on le voit, et on voit ça ressemble à un insecte finalement, un hélicoptère, hein, qui vient faire le tour de la tour. Il est ridiculement petit à côté de la tour. Le plus impressionnant, c'est ça, c'est l'arrivée de l'hélicoptère la première fois. Je crois que ça a été le moment vraiment le plus fort. On a su, je pense, du début jusqu'à la fin, nouer des relations qui ont été des relations de confiance. Pour cela, c'est vrai que j'en garderai un excellent souvenir. On a bien évidemment toujours eu le doute de pouvoir concrétiser la commercialisation du projet, mais on n'a pas eu de doute sur la réalisation, que ce soit en termes de délai, en termes de qualité. On n'a pas été inquiets, non. Le jour de la livraison, c'est pas une délivrance, mais c'est un petit peu une naissance, quoi. Finalement, le bâtiment, ça y est, il est prêt à fonctionner, il peut vivre sa vie. C'est un grand moment de bonheur, oui. Ça fait 30 ans que je suis dans le groupe, et c'est rare, j'ai vu une ambiance pareille. C'est qu'à tout niveau, tout le monde s'est bien entendu, tout le monde se parlait, et tout le monde s'est aidé. Je pense que toute l'équipe qui a travaillé sur la Tour InCity, ça reste leur Tour InCity, même si on n'en est pas propriétaire, mais quelque part, ça reste notre tour. Quand on passe devant, on regarde, on dit aux enfants, c'est moi qui l'ai faite. Ah, papa l'a travaillé là. Pas moi qui l'ai faite toute seule, mais on a participé à cet ouvrage. Au-delà de l'objet qu'on a construit, qui maintenant, je dirais, marque le paysage lyonnais, c'est que l'équipe a marqué le quartier. Et que ce soit les riverains ou que ce soit les commerçants proches, et notamment les commerçants des Halles, on faisait partie intégrante du quartier. Et je suis à peu près convaincu que quand le chantier s'est terminé, il y a eu un petit vide après notre départ parce qu'on en a été adopté. Et ça, c'est vraiment important, on a été adopté par les riverains.